Autrefois, la Russie se targuait de posséder l'une des armées les plus puissantes du monde, mais aujourd'hui, l'armée russe est dans un état de désolation. Poutine pensait pouvoir écraser l'Ukraine en quelques semaines, mais il a plutôt vécu un cauchemar, une armée qui se désagrège petit à petit. Qu'est-il advenu de ce qui était censé être une force militaire, avec des conscrits non entraînés, jetés dans un hachoir à viande et des chars des années 1960 détruits par des drones à 300 $? Il est évident que la Russie n'est pas invincible et le désespoir de Poutine ne fait qu'aggraver la situation. Sa puissante armée, qui ressemble à un artefact rouillé, a du mal à tenir le coup. Nous analysons comment l'armée russe, autrefois redoutée, se désagrège aujourd'hui de manière humiliante sous les yeux du monde. Poutine n'est pas en mesure d'échapper à la catastrophe causée par le manque de personnel, l'obsolescence des équipements et même la destruction de chars par les forces armées ukrainiennes. Explorons le chaos et découvrons comment la vision de Poutine de la suprématie russe est devenue une blague mondiale. Commençons par les problèmes de population et de conscription auxquels l'armée russe est confrontée. Contrairement aux statistiques, c'est de loin l'un des facteurs les plus importants qui montre à quel point cette nation est en retard sur le plan militaire. Selon certains chiffres datant de début 2024, la Russie dispose de la deuxième armée la plus puissante dans son ensemble, comme le montre le site web Global Firepower. On estime que la nation dispose d'environ 1,3 million de membres actifs. Cela comprend les membres de l'armée de l'air, de l'armée de terre, de la marine et d'autres catégories d'armes militaires, y compris les gardes-côtes. En ce qui concerne le nombre de travailleurs actifs, la Russie occupe une courte troisième place. Ce nombre est comparable à celui des États-Unis et se situe derrière la Chine et l'Inde, qui comptent chacune entre 1,45 et 2 millions de militaires d'actifs. Sur le papier, la Russie fait partie des nations les plus militarisées et arrive en tête si l'on tient compte de la population totale de ces pays. Les États-Unis comptent 330 millions d'habitants, la Chine et l'Inde près de 1,4 milliard. Selon les résultats du dernier recensement, la Russie a une population de seulement 140 millions et même ce chiffre est basé sur des chiffres d'avant-guerre. La forte conscription et les activités contractuelles de la Russie sont principalement responsables de son haut niveau de militarisation. Le gouvernement verse des salaires incroyablement élevés, généralement 3 à 4 fois la moyenne nationale, pour inciter les gens à s'enrôler dans l'armée. Rien qu'en 2023, environ 490 000 contrats ont été signés par les militaires, selon Riddle, un journal qui analyse tout ce qui a trait à la Russie. D'autre part, ces dernières années, les États-Unis ont régulièrement recruté environ 150 000 personnes pour une formation de base au combat. Malgré leur apparente majesté, les statistiques russes sont extrêmement trompeuses pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la structure des contrats des soldats américains est très différente de celle des militaires russes. Les troupes russes signent généralement des contrats de 2 ans, renouvelables plusieurs fois, en général 3, pour un total de 8 ans de service. L'armée a toutefois commencé à signer des contrats d'une durée bien plus courte, de 6 mois à 1 an, après que Poutine a constaté que la guerre ne se déroulait pas comme il l'avait prévu. Tout cela indique que le chiffre de près de 500 000 comprend à la fois les soldats qui ont signé leur premier contrat cette année et ceux dont les contrats d'1 an ont été renouvelés en 2022. Certains soldats ont même 3 contrats, rien qu'en 2023, en raison de la durée minimale de 6 mois. Selon Riddle, le nombre réel de troupes supplémentaires en 2023 sera plutôt de 200 000, ce qui est plus réaliste. La conscription ou le service militaire obligatoire est une autre tactique utilisée par la Russie, comme nous l'avons déjà mentionné. Les nouveaux conscrits sont généralement engagés pour une année de service militaire obligatoire, mais peuvent également être éligibles à un contrat après cette période. Selon Reuters, environ 150 000 personnes sont appelées tous les 6 mois en Russie. Ensemble, cela représente environ 350 000 soldats supplémentaires par an, ce qui est nettement plus que ce que reçoivent les États-Unis ou même la Chine et l'Inde. Il faut toutefois aussi tenir compte des pertes qui constituent l'autre face de la médaille. Selon le ministère ukrainien de la Défense, l'armée russe a perdu plus de 660 000 soldats au cours des 32 premiers mois du conflit. En outre, le ministère de la Défense publie quotidiennement des chiffres sur les victimes qui montrent que le nombre de soldats perdus par l'armée russe n'a fait qu'augmenter au cours du conflit. Ainsi, selon les dernières estimations, la Russie perd entre 1000 et 1200 soldats par jour. Ce chiffre se situait entre 800 et 1000 lors de la campagne d'été 2024, l'une des catastrophes les plus dévastatrices pour l'armée russe. Le nombre quotidien de morts lors de l'attaque de l'Ukraine sur la région de Koursk a parfois atteint 1400. Selon certaines prévisions, la Russie pourrait perdre plus d'1 million de citoyens d'ici le début de l'année 2025, ce qui laisse penser que ce taux va probablement augmenter de manière significative dans les mois à venir. Cela s'explique peut-être par le fait que l'Ukraine reçoit de plus en
en plus de soutien militaire de l'OTAN, généralement sous la forme de capacités offensives et de missiles à longue portée, ainsi que de systèmes de défense efficaces. Les F-16 déployés en Ukraine depuis le mois d'août vont probablement à eux seuls saper complètement la plupart des tactiques russes visant à obtenir la supériorité aérienne. Même si l'armée de l'air russe n'y est pas parvenue depuis le début du conflit, il est probable que la stratégie militaire de la Russie consiste à envoyer le plus de personnel possible sur le front, en espérant le meilleur, car la quantité prime également sur la qualité dans les opérations de siège. Étant donné que la Russie compte environ 3 fois plus d'habitants que l'Ukraine, cela pourrait être bénéfique à long terme pour la Russie si cela peut être maintenu, mais le prix sera nettement plus élevé. En outre, il existe quelques facteurs supplémentaires qui influencent les chiffres que nous avons utilisés précédemment lors de la discussion sur la conscription en Russie. En raison de la conscription d'1 an, contrairement au contrat de 2 ans des soldats typiques, davantage de conscrits signeront des contrats militaires, ce qui offre à l'armée une autre source de pertes en dehors des guerres. De plus, en raison de la guerre catastrophique menée par l'Union soviétique en Afghanistan dans les années 1980, qui a coûté la vie à des millions de personnes, tant militaires que civiles, la loi interdit aux conscrits d'être déployés à l'étranger. Même si la Russie augmente son service militaire obligatoire, les conscrits qui en résulteront seront donc fondamentalement inutiles pour toute offensive que Poutine pourrait préparer. Nous devons également réfléchir à la manière dont la Russie forme ses soldats. La formation des soldats russes se fait principalement sur une base unitaire, contrairement aux États-Unis, qui disposent d'un système de formation centralisé pour les recrues qui postulent pour une branche de l'armée et qui sont répartis sur 5 sites à travers le pays. Cela suggère que les différences dans la manière dont une unité forme ses hommes sont bien plus importantes que celles qui existent entre les autres unités. Des rapports récents et des entretiens avec des prisonniers de guerre indiquent que certaines unités ont réduit la période de formation à seulement 2 semaines avant d'envoyer les conscrits à leur position dans les régions frontalières avec l'Ukraine, alors que la formation de base des conscrits en Russie devrait durer au moins 8 semaines. Pendant la formation, certains soldats sous contrat et conscrits sont même regroupés en tant qu'unité. Même les soldats qui acquièrent une véritable expérience du combat sur le front dans le Donbass peuvent ne pas être suffisamment formés. Ce problème existe au moins depuis 2016, selon un rapport du Center for Marine Analyse, CNA, qui indique que certains commandants de la marine ont été limogés parce qu'ils ne respectaient pas les protocoles de formation appropriés et qu'ils présentaient mal le niveau réel de préparation au combat au commandement militaire russe. Cela indique que le problème de l'insuffisance de la formation militaire est très répandu au sein des forces armées. Selon l'analyse de l'ANC, la différence de niveau de préparation des troupes entre les deux types montre également que les militaires russes, en particulier les troupes et le personnel d'entraînement, considèrent les conscrits requis comme moins prestigieux et plus interchangeables que les soldats sous contrat. En outre, on peut en déduire que la majorité des pertes russes au cours des 12 derniers mois sont dues à des soldats plus expérimentés. Pour compenser les pertes considérables du début de la guerre, l'armée serait même allée, selon des rapports datant de 2022, jusqu'à recruter des détenus dans des prisons. Tout cela indique que la Russie soit retient ses forces spéciales par crainte d'une contre-attaque, soit perd ses troupes expérimentées et les remplace par des soldats relativement nouveaux envoyés dans le hachoir. Le soldat russe moyen est en général nettement moins bien formé que le soldat occidental moyen, comme on peut le constater si l'on tient compte de tous ces éléments. Dans la plupart des pays occidentaux, le service militaire n'est pas nécessaire pour mener des opérations militaires offensives, ou alors on ne compte pas beaucoup dessus. Les problèmes de la Russie ne se limitent toutefois pas à ses soldats, son équipement militaire est en général bien moins robuste qu'il n'y paraît sur le papier. Pensons par exemple à sa collection de chars. Bien que la Russie possède le plus grand nombre de chars en service actif, la plupart des données indiquent que les chars russes n'ont eu que peu d'impact sur la guerre contre l'Ukraine. Pourquoi en est-il ainsi? La réponse, relativement simple, est que les chars russes ont obtenu de mauvais résultats face à une guerre moderne et technologiquement avancée. Le T-90, ou plus précisément le T-90M, est le dernier modèle de la gamme de chars T qui comprend également les principaux chars de combat utilisés par la Russie. Sur le papier, le T-90M s'en sort plutôt bien par rapport à la plupart des chars occidentaux, y compris le M Abrams, le Léopard 2 et le Challenger 2. Le T-90M a été conçu pour être plus léger et plus maniable que ses homologues occidentaux, sans pour autant compromettre de manière significative ses capacités anti-chars et d'attaque. Selon un rapport du magazine de politique étrangère National Interest, l'équipage le plus expérimenté l'emporterait dans une situation de char contre char. Au début du conflit en Ukraine, la Russie disposait probablement d'1 millier de T-90 répartis entre les modèles T-90M et T-90. Les T-80 et T-72 par an, plus âgés de l'Ukraine du temps où elle faisait partie de l'Union
l'Union soviétique étaient les seuls chars qu'elle utilisait à l'époque. La Russie comptait également des milliers de modèles plus anciens. Selon Global Firepower, la Russie pourrait disposer au total de jusqu'à 14 zéro-chars. Toutefois, la Russie a également perdu de nombreux chars. Selon le ministère ukrainien de la Défense, l'Ukraine pourrait avoir détruit jusqu'à 9000 chars. Des images montrant ces chars avançant vers le front confirment les rapports selon lesquels la situation des chars en Russie est si mauvaise qu'ils ont été contraints d'utiliser des T-62 et des T-54 qui étaient en service dans les années 1960. Mais revenons au sujet de la couverture, à savoir la question de savoir pourquoi les chars ont si mal réussi pendant le conflit. Le conflit en Ukraine a montré à quel point l'utilisation de missiles anti-chars à longue portée et de drones était nécessaire et avantageuse pour déjouer une attaque de chars ou d'infanterie mécanisée. En revanche, au XXe siècle, les chars faisaient partie des blindages les plus résistants disponibles. Même si le blindage du T-90M est l'un des plus résistants pour les chars modernes, ses défenses ne sont pas uniformes. En particulier, le mécanisme de chargement automatique de toute la ligne de chars T-russe est un point faible crucial. Sur le papier, l'autochargeur devrait augmenter la capacité d'attaque et la cadence de tir des chars. En théorie, le T-90M dispose d'une manœuvrabilité exceptionnelle en raison de son poids relativement faible, inférieur d'environ 20 tonnes à celui de ses homologues occidentaux. Cependant, l'ensemble de la ligne T est en recul en raison de la conception de l'autochargeur. L'autochargeur récupère les munitions sous la tourelle au lieu de les laisser dans la chambre du char. La réserve de munitions est protégée par une fine pièce de blindage et se trouve légèrement à l'extérieur. On appelle décapitation explosive la défaillance structurelle catastrophique qui peut se produire lorsqu'un engin explosif, comme une mine ou un missile anti-char, traverse ce blindage et explose, détruisant toute la réserve de munitions. En revanche, les modèles de chars occidentaux sont équipés de soupapes de sécurité qui, en cas d'impact, projettent les munitions vers l'extérieur, réduisant ainsi les dégâts. De plus, les munitions sont stockées au-dessus des chambres blindées principales. C'est là que réside le rôle de la guerre des drones décrite précédemment. Les deux parties ont utilisé des drones pendant la majeure partie du conflit en Ukraine pour des missions de reconnaissance, de recherche et de destruction effectuées à distance. Il ne s'agit toutefois pas de grands drones coûteux comme le MQ-9 Reaper de General Atomics qui est fabriqué aux États-Unis et peut coûter jusqu'à 32 millions de dollars US l'unité. Non, il s'agit de drones commerciaux modifiés, légèrement plus sophistiqués que les drones utilisés dans la photographie et la production cinématographique contemporaine. Lorsqu'une mine anti-char est fixée au drone, celui-ci peut être utilisé comme un missile de recherche extrêmement manœuvrable et mobile sous la direction d'un pilote expérimenté qui peut se trouver à des kilomètres de la bataille proprement dite. En raison de leur vitesse et de leur légèreté, ces drones peuvent être utilisés dans des espaces restreints. Ils ont été utilisés efficacement par l'Ukraine pour cibler les chars et l'infanterie russe envoyée sur le front. Une seule attaque de drone bien placée peut éliminer le stock de munitions d'un char T en le touchant directement. En raison de ces drones, la Russie a probablement été contrainte d'utiliser ces chars plus anciens et moins robustes. Ils ont été utilisés principalement comme une sorte de blindage mobile pour détecter les tirs ennemis et permettre à la Russie de déterminer le lieu des attaques de drones, étant donné que leur coût de production est beaucoup plus faible. Même dans ce cas, des sources indiquent que la Russie perd beaucoup plus de chars qu'elle ne peut en produire ou en réparer. Selon certaines prévisions, la capacité de production actuelle de la Russie sera épuisée dans environ 2 ans. À ce moment-là, le pays sera probablement à court de matières premières pour la fabrication de chars modernes qu'il importe. Cela s'explique en partie par le fait que la Russie fait l'objet de sanctions sévères de la part de la majorité du monde occidental. La Russie a fait des efforts loyaux pour développer une alternative à son principal char de combat. Après avoir supprimé le T-95 qui devait présenter les mêmes problèmes que le T-90, l'armée a présenté le projet T-14 Armata. L'Armata devait marquer un net changement par rapport à ses précédentes conceptions. En particulier, l'ensemble de l'équipage serait logé dans un compartiment séparé, tandis que la tourelle elle-même ne serait pas habitée. Dans le cas peu probable où la tourelle serait détruite par des munitions anti-chars, cela augmenterait les chances de survie de l'équipage. Avec le très apprécié système de blindage réactif afghanite pour soutenir sa défense, le char devrait également disposer de plus de capacités offensives que le T-90M, mais seule une douzaine de T-14 Armata ont été utilisés. La Russie a tenté de le déployer sur le front, comme on peut le voir sur les quelques images qui ont été montrées. Cependant, l'armée semble avoir complètement retiré l'appareil du front. Pas longtemps après son utilisation, le char n'aurait pas fonctionné selon les normes, ou du moins pas lorsque l'armée a investi beaucoup d'argent dans le projet. Le char n'a pas atteint son potentiel, bien qu'il dispose de fonctions de nouvelle génération qui devraient théoriquement lui permettre d'aller bien au-delà de ce que le M, un Abrams, peut faire. Cela est probablement dû au fait qu'il est vulnérable aux mêmes attaques à longue portée et de reconnaissance que la ligne T précédente. Le déploiement de chars plus chers et plus modernes sur le front est un gaspillage
gaspillage de l'argent du gouvernement, étant donné que la Russie a déjà du mal à réparer ses chars les plus anciens. Comme la Russie consacre plus de 40% de son budget à la sécurité nationale, il ne reste pas grand-chose pour l'armée. Les chars ne sont pas les seuls à faire pâle figure. Tout au long de la campagne, les véhicules d'infanterie mécanisés de la Russie ont également réalisé de mauvaises performances. Cela est principalement dû au fait que les États-Unis et l'OTAN ont fourni à l'Ukraine plus de 300 Bradley M2. En ce qui concerne les véhicules de soutien de l'infanterie, les Bradley sont plus mobiles que leur équivalent russe et disposent d'un bien meilleur blindage que le BMP-2, dont la Russie dispose d'un plus grand nombre d'exemplaires. Les Bradley peuvent donc causer plus de dégâts en cas de représailles et sont plus susceptibles de résister à une frappe. En fait, un Bradley équipé d'un mortier anti-char a détruit 2 chars à lui seul et 2 Bradley ont détruit un T-90 russe qui est peut-être le véhicule le mieux blindé actuellement sur le champ de bataille. La visière thermique du Bradley qui lui donne un champ de vision plus large la nuit et la possibilité de tirer en premier pendant le combat est l'un de ses traits caractéristiques. Au combat où un seul tir perforant peut détruire un véhicule entier, cela pourrait s'avérer décisif. Bien que l'armée dispose d'un stock bien moins important de BMP russes, les pertes pourraient ne pas être aussi importantes que pour les chars. Au début du conflit, on estime qu'il y avait 4 0 BMP de différents types et qu'en 23 mois, l'Ukraine en a détruit environ 2 0. Cela s'est produit 9 mois avant l'écriture du scénario. Les pertes pourraient être de l'ordre de 3380 si l'on se base sur le taux de destruction. Les Russes ont maintenant un stock qui pourrait durer encore 2 ans. La Russie ne produit pas plus de 1000 BMP par an. Toutefois, les véhicules plus anciens sont mis en service actif et mis à niveau avec des pièces de rechange, ce qui représente environ 1000 unités par an. La Russie aura épuisé toutes ses ressources lorsqu'elles viendront à manquer. De plus, les tactiques de l'infanterie mécanisée des États-Unis, de l'OTAN et de l'Ukraine diffèrent légèrement des tactiques russes. En comparaison avec l'Occident, une unité russe utilise 3 véhicules, soit un de moins. Cela indique que la capacité d'attaque et la mobilité de l'ensemble des troupes mécanisées sont considérablement réduite si l'un des véhicules est retiré. Le plus grand avantage de la Russie est peut-être son soutien à longue distance et son artillerie. Avec une production annuelle moyenne d'environ 3 millions de cartouches, le pays est l'un des principaux fabricants d'obus d'artillerie. Jusqu'à présent, l'OTAN a fourni à l'Ukraine environ 1 million de cartouches par an, ce qui était juste suffisant pour que certaines nations utilisent leurs propres réserves. En outre, l'armée russe possède peut-être la plus grande collection d'artillerie automotrice et tractée. La dernière génération d'artillerie automotrice, comme la 2 S-19, pourrait être considérée comme supérieure à ses homologues occidentaux, même si la plupart des modèles d'artillerie sont quelque peu obsolètes et datent de l'époque soviétique. Le 2 S-19 a une cadence de tir raisonnable de 9 à 10 coups par minute. En revanche, les versions américaines tirent généralement à un rythme d'un coup par minute, tandis que les variantes plus rapides peuvent tirer en continu jusqu'à 4 coups par minute. L'armée russe peut exercer une pression considérable pour refuser le terrain et ouvrir la voie à ses hommes en combinant un énorme stock d'artillerie, l'un des taux de production les plus élevés au monde et des cadences de tir rapides. Lorsqu'il s'agit d'artillerie, la stratégie préférée des Russes consiste simplement à en empiler autant que possible à proximité puis à faire feu. L'armée russe n'a utilisé cette méthode que comme l'un des rares moyens d'exploiter son avantage numérique. L'utilisation de drones et d'équipements plus avancés pour localiser et détruire les pièces d'artillerie sur la ligne de front a permis à l'Ukraine de stopper cette évolution. La force aérienne plus importante de la Russie limiterait sans aucun doute la capacité de l'Ukraine à attaquer l'artillerie à distance et depuis les airs. Ce n'est toutefois pas vraiment le cas. Les 2 camps de la bataille ont rapidement développé des systèmes de défense aérienne multicouches, même si la Russie dispose d'une flotte considérable d'environ 4200 avions au total. Dans le cas de la Russie, les États-Unis ont fait don à l'Ukraine de systèmes de défense antiaérienne Patriot, l'un des équipements les plus avancés du genre, qui ont entravé les attaques de ces avions, missiles à longue portée et drones. La Russie possède également entre 900 et 1000 avions tactiques, dont des avions de combat et des avions polyvalents, avec plus de 100 Su-35, Su-34 et Su-30 de Sukhoi, respectivement, tous introduits après 2010, ainsi que quelques Su-57 et MiG-35 modernes. Une partie considérable de cette flotte est relativement récente. Des avions un peu plus anciens, tels que les MiG-29 et Su-27, dont la Russie possède le plus grand nombre avec plus de 100 appareils, ont toutefois été le plus souvent utilisés par les forces aériennes russes. Selon les rapports, les avions plus anciens étaient utilisés parce qu'ils détournaient efficacement les tirs des défenses ukrainiennes. L'Ukraine ne disposait pas d'une flotte aérienne comparable à l'époque. Les forces aériennes russes ont toutefois continué à utiliser leurs avions et ce, pendant une période beaucoup plus longue. Cela s'explique par le fait que l'Ukraine lance fréquemment des attaques de missiles à longue portée sur les aéroports et les pistes d'atterrissage situées à proximité de la frontière russo-ukrainienne. Dans l'ensemble, la flotte de l'Ukraine n'a pas été beaucoup utilisée car elle s'est principalement appuyée sur la défense aérienne
plutôt que sur ses propres avions. Pour la flotte russe, c'est un sérieux problème. Ces avions sont en grande partie des MiG-29 et des Su-27 qui sont en service depuis des décennies. Ces avions ont accumulé de nombreuses heures de vol en raison d'une longue lutte pour la souveraineté aérienne au-dessus de l'Ukraine, ce qui finit par entraîner une usure. Les coûts de maintenance et les temps d'arrêt des jets en Russie ont probablement augmenté de manière spectaculaire au cours de l'année écoulée, même si les avions sont comparables ou meilleurs que ceux de l'Ukraine. En outre, les forces aériennes et la défense antiaérienne de l'Ukraine ont été considérablement renforcées. Après l'invasion réussie de Koursk en août 2024, les États-Unis ont signé une série de nouveaux accords d'aide financière et d'équipement militaire avec l'Ukraine. Parmi les caractéristiques les plus remarquables de ce paquet figure l'inclusion d'un système de défense antiaérienne Patriot supplémentaire et de missiles compatibles. Comme mentionné précédemment, l'Ukraine a également enfin reçu sa première livraison de F-16 avec un engagement total de 65 appareils. L'avance technologique des forces aérospatiales russes est essentiellement annihilée par les F-16 qui sont comparables à certains des avions les plus modernes de Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky insiste sur le fait que le pays a besoin de presque 2 fois plus de F-16 que ce que l'OTAN a fourni jusqu'à présent. En outre, l'OTAN pourrait accepter de fournir des avions supplémentaires au vu des efforts militaires déployés ces derniers mois. Cela s'explique principalement par le fait que les menaces nucléaires de la Russie ont été plutôt inoffensives au cours des derniers mois. Chaque fois que les États-Unis ou l'OTAN ont discuté de la livraison de technologies importantes et modernes à l'Ukraine, Poutine les a accusés de violer la défense nationale de la Russie, ce qui lui permettrait éventuellement de riposter par des armes nucléaires. L'invasion directe de la Russie par l'Ukraine était également l'une de ses lignes rouges. Face à cet événement et à la réaction au mieux modérée du Kremlin, l'OTAN a assoupli sa position sur la fourniture d'équipements supplémentaires à l'Ukraine. Les États-Unis ont hésité à accepter que l'Ukraine utilise des missiles à longue portée donnés pour attaquer la Russie pendant la guerre, mais le comité militaire de l'OTAN estime que l'Ukraine devrait être autorisée à le faire. Enfin, il y a la question de la marine russe. En bloquant l'accès de l'Ukraine au commerce maritime international via la mer Noire, la marine a joué un rôle crucial, mais comme la Russie a divisé sa marine en 3 fronts distincts, la mer Noire, la mer Baltique et l'Arctique, aucune force n'est en mesure de rivaliser avec les autres nations. Par exemple, les pays baltes, membres de l'OTAN, à savoir la Suède, la Finlande, la Norvège, le Danemark et l'Allemagne, interdisent l'accès à la marine balte, dont les quartiers généraux se trouvent à Kaliningrad et à Saint-Pétersbourg pendant les mois où les eaux ne sont pas gelées. De même, la fonction réelle de la flotte de la mer Noire est limitée à cette mer. Bien que la Russie ait été initialement en mesure de fermer le port, elle a eu du mal à maintenir sa marine à flot. L'Ukraine a endommagé des navires, des ports et des lignes de ravitaillement qu'elle a alimentés en drones et en missiles. Une autre nouveauté que la Russie n'a pas adoptée est l'utilisation de drones lancés depuis la mer, comme l'a démontré l'Ukraine. En conséquence, la flotte de la mer Noire avait perdu son hégémonie sur les voies navigables ukrainiennes à la fin 2022. Au bout d'un an, les exportations ukrainiennes de céréales par bateau ont retrouvé pour l'essentiel leur niveau d'avant-guerre. Jusqu'à présent, l'économie russe, qui s'effondre peu à peu, a maintenu toutes les facettes de l'armée russe. La Russie s'est toujours soustraite aux restrictions commerciales et aux sanctions de l'Occident en nouant des alliances avec la Chine ou l'Iran. La Chine est l'un des plus gros consommateurs de gaz et de pétrole de la Russie et le commerce bilatéral entre les deux pays a atteint un niveau record de 240 milliards de dollars l'année dernière. Il est toutefois peu probable que la Russie puisse maintenir cette situation. La capacité de la Russie à exporter du gaz et du diesel a été presque entièrement détruite par les attaques de l'Ukraine contre les raffineries de pétrole dans les régions occidentales du pays. En fait, la Russie a demandé au Kazakhstan de se préparer à produire de grandes quantités de gaz pour son usage interne en Russie et a cessé de vendre ses biens à toutes les nations qui ne faisaient pas partie de l'Union soviétique. Ce problème survient parce qu'il n'y a fondamentalement pas d'approvisionnement domestique en produits pétroliers raffinés en Russie. L'économie russe étant soutenue par le secteur de l'énergie et donc par le pétrole et le gaz, tout ce qui est produit dans les raffineries est immédiatement expédié ou exporté. Et après quelques autres attaques ciblées entraînant la fermeture d'autres raffineries, cela pourrait conduire à la ruine. Dans l'ensemble, l'armée russe a fait bien pire que ce que les statistiques laissent entendre. La question de savoir si la Russie fait partie des 10 plus grandes puissances militaires du monde est en débat. La seule chose qui a sauvé la Russie jusqu'à présent, en dehors de ses capacités d'artillerie, c'est qu'elle dispose d'armes nucléaires comparables à celles des États-Unis. Et c'est pour cette raison que l'OTAN est constamment sur le qui-vive pour ne pas contrarier Poutine. Tout serait vain si Poutine décidait d'appuyer sur le bouton nucléaire, quelle que soit l'évolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Qu'en pensez-vous? Comment l'armée russe peut-elle maintenir ses faibles performances? N'hésitez pas à nous faire part de votre opinion et merci de votre intérêt.